Alors je vous propose désormais qu'on passe à la deuxième séquence qui est celle de la visite des bureaux et des deux interviews dont je vous ai parlé. Et donc faisons un petit tour pour appréhender et découvrir l'écosystème, cette fois-ci de Sagi avec de la lumière à Rouen. Donc lisons, je propose que tu me suives. Donc ici, nous sommes à Rouen dans l'un des premiers incubateurs de la Seine-Maritime en l'occurrence, et Sagi est l'un des premiers succès de cet écosystème. Fonctionne très bien, vous allez voir, les bureaux sont très grands. Donc là, comme tu peux le constater, on a tout ce qui est pôle administratif, finance, comptabilité. Donc là, on n'est pas encore dans l'univers tech. Et ensuite, vous allez voir que, on finira par un nom qui est sur notre gauche, vous allez voir qu'on a tout l'univers tech qui est divisé en deux segments. Un segment édition sur notre gauche et un segment service. Et Romain va nous expliquer tout ça. Je te propose que tu me suives et qu'on découvre un petit peu tout ça. Donc ici, bon, contrairement à Paris, on a quand même plus d'espace. Et donc je te propose qu'on aille chercher Romain pour débuter notre première interview. Je te propose qu'on se mette dans une petite salle. Écoute, tu peux te présenter rapidement et puis après on va s'isoler, comme ça on est un peu dans vos locaux et on voit un petit peu l'ambiance. Donc Romain, chef du pôle Data Science. J'ai un parcours, j'ai un doctorat en système de recommandation et optimisation combinatoire. Ouais. Donc en IA. Ok, bon bah, très simple, très concret. Il faut juste qu'on parle un tout petit peu fort parce qu'on n'est pas mis dessus. Mais en l'occurrence, on a qu'à se positionner là. Et nous, le focus qu'on va avoir avec toi, tu t'en doutes, c'est non seulement le recrutement, mais le recrutement dans l'univers tech et vraiment les problématiques qu'on peut rencontrer. C'est difficile, souvent, on entend souvent dire qu'il est difficile de recruter un dev ou un expert en machine learning, en intelligence artificielle, parce que l'IA, ça veut un peu tout et rien dire. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, dis-nous juste ce que tu fais chez Sagi et ensuite explique-nous comment, selon toi, attirer de hauts talents dans l'univers IA. Donc alors moi je m'occupe principalement du pôle Data Science et d'un pôle recherche qu'on construit chez Sagi. Je vais assurer toute la gestion et je travaille aussi, j'ai quand même les mains dans le cambouis on va dire, sur différents sujets, analyse prédictive, on va faire de l'analyse d'image, des choses un peu nouveaux en Data Science, en IA en général. Aujourd'hui, c'est des sujets très spécifiques. La France est d'ailleurs bien positionnée là-dessus, sur ces sujets-là, a priori. Comment tu fais pour recruter quelqu'un, pour travailler avec toi, tout simplement, et comment tu fais surtout pour le jauger? Pour l'attirer. Le jauger et l'attirer. D'accord. Alors, il faut savoir que tout ce qui est data ingénieur, data scientist, data machin, ils ont tous une soif de connaissances. Et il faut réussir à leur donner envie, à les rassurer sur le fait qu'ils vont pouvoir assouvir cette soif, qu'ils vont pouvoir étancher cette soif. Et donc, je vais leur proposer de faire de la veille technologique, leur dire qu'ils vont les rassurer sur le fait qu'ils vont pouvoir travailler sur plein de projets différents, pouvoir voir plein de sujets différents, leur permettre de faire de la formation, d'aller donner de la formation, de recevoir des formations, d'aller à des conférences, etc. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Et un deuxième point qui est aussi assez important pour attirer les talents en IA, c'est en fait, souvent c'est des scientifiques et ils sont beaucoup attirés par le monde de la recherche. Et donc il faut leur permettre d'avoir des relations avec les chercheurs, d'aller à des conférences, de participer à des conférences, de donner, d'en recevoir. Là, on commence des thèses par exemple chez Sagi, donc pouvoir encadrer des thèses. Voilà, c'est des choses comme ça qui attirent beaucoup les talents en IA. D'accord. Et donc aujourd'hui, donc ça c'est assez clair, donc ils ont besoin d'une certaine liberté et en fait pour pouvoir s'accomplir, puisque c'est la plupart du temps des chercheurs et que c'est pas vraiment l'argent on va dire qui les intéresse, mais plutôt le terrain de jeu qu'ils vont pouvoir avoir. Comment pour le coup tu recrutes la bonne personne maintenant? Alors pour les trouver déjà c'est un peu plus compliqué. Je vais aller dans des meet-up, dans des conférences, c'est les réseaux aussi. Donc on va construire des réseaux avec des chercheurs, aller voir, on va contacter des universités, on construit un réseau, on va diffuser les annonces forcément, et après ça peut aussi passer par les chasseurs de tête. D'accord. Ils sont qualifiés aujourd'hui les chasseurs de tête, je ne marche pas dans la soupe, mais est-ce que sur des expertises très spécifiques, ils vont réussir à trouver le bon profil? Pas forcément, non. Les bons chasseurs de tête, c'est ceux qui ont un background technique et qui ont un background justement qui ont eu un doctorat en IA, etc. D'accord. C'est vrai que j'en ai rencontré qui me proposaient des profils pas du tout adaptés. Ok. Exactement. Mais voilà, donc c'est quand même beaucoup. Il faut être
faut participer au meet-up, faut aller dans les conférences, etc. Donc ça, j'ai compris ton terrain de chasse, entre guillemets. Après, comment tu sais pour savoir si concrètement la personne en face de toi va délivrer, est excellente? Est-ce que tu vas juste te dire, ok, il a un PhD en physique quantique, donc potentiellement il réfléchit bien et il est dans le secteur, ou tu vas lui faire des tests, ou tu vas regarder ce qu'il a fait, voilà. Parlons un peu de ça. Bon, alors ça y joue. Déjà, je vais regarder son sujet de thèse, exactement. Je vais lui poser des questions sur les technologies qu'il a déjà utilisées. Je vais lui poser quelques questions un peu plus techniques, donc les différentes méthodes de machine learning, d'apprentissage automatique, ce qu'il connaît dans le domaine. S'il faut, alors pas tout le temps, mais s'il faut, je vais lui faire un petit concours, mais rapide, d'une journée ou deux, un concours Kaggle ou autre. Kaggle, donc c'est un site où on peut faire du machine learning, des choses comme ça. Donc voilà, j'essaie de le challenger un petit peu. Et un truc important aussi, c'est le côté un peu. Il faut qu'il soit très sociable et qu'il ait envie de venir. Ça, c'est hyper important. Donc il y a un côté valeur évidemment qui rentre en compte. Une dernière question pour toi, les ressources manquent-elles aujourd'hui? Alors, oui, c'est pas évident. En fait, il y a beaucoup de. Quand je poste une offre d'emploi, il y a beaucoup de personnes qui postulent. Mais il leur manque souvent un peu d'expérience ou pas forcément les technologies sur lesquelles je les attends. C'est assez difficile quand même à trouver, oui, tout à fait. Et notamment sur Paris. Paris, c'est assez compliqué. Juste comme ça, par curiosité, cite-nous 2-3 technos là, qui feraient l'affaire. Qui feraient l'affaire? Qui feraient l'affaire, voilà, qui sont nécessaires. Alors, il faut savoir faire du Python, Python ou R, c'est ces deux grandes technologies, c'est les deux grands langages en data science. D'accord. Python, R. J'aime bien qu'il se fasse un peu de Spark. Spark, ça peut faire du distribué. Des choses comme ça. Je recherche, si possible, des gens qui font du deep learning, des réseaux de neurones profonds. Ça, c'est la grande mode, c'est le grand truc du moment en IA. Et si possible, j'aime bien qu'ils connaissent au moins la théorie, qu'ils aient un petit peu le deep learning. D'accord. Ça, c'est vraiment les grands points sur lesquels je me focalise dans un premier temps. Ok. Une dernière question là, qui est moins dans l'univers vraiment IA très poussé comme le vôtre, mais que beaucoup d'entrepreneurs nous posent. Beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans un projet ont besoin ne serait-ce que de s'associer avec un bon dev, donc pour coder une plateforme, ou voilà, pas forcément sur de l'IA, mais vraiment une personne technique. Tu aurais un conseil à leur donner? Où le trouver ce dev? Est-ce qu'il faut aller Epitech, Epita, ou tu as des moyens d'attirer un dev? Alors, dev junior, dev senior? Un dev senior, voilà, j'ai 30 ans, je veux monter ma boîte, je cherche un profil pour s'associer avec moi. Je la pose parce que c'est une question qu'on a souvent. Alors là, je vais répondre à la même chose. Je pense que ça va être participer à des meet-up et à des. Participer à la communauté en fait. Ok, très clair. Exactement. Vraiment faire du réseau et puis incentiver la personne sur le terrain de jeu dans lequel il va s'amuser. Merci beaucoup. Merci. On va aller voir Arnaud maintenant. Et on va parler non seulement des nouvelles de Sagi, mais de cette même thématique, afin de creuser un peu plus. Arnaud, est-ce qu'on peut te voir? Non. Ah, alors voilà, bon, ça c'est les aléas du live. Par contre, vous allez rester debout? On peut rester debout comme tu veux. En fait. Sinon, on peut se mettre là? On peut se mettre là, ce sera plus agréable. Lisons. C'est le même prix, je te trouve. C'est inclus dans le. C'est inclus dans le pricing? C'est du as a service. Parfait. Bon alors du coup Arnaud, avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous reparler rapidement de ton parcours et comment tu es arrivé à créer Sagi, voilà, nous remettre un petit peu dans le contexte. Ok. Alors parcours atypique. En fait moi j'ai été vendeur avant d'être ingénieur. Et du coup mon parcours il a été fait de start-up. J'ai démarré dans une start-up à Neuilly qui développait des jeux vidéo sur internet. De vidéos, et j'étais data manager. En gros, il y avait des centaines de milliers de joueurs tous les jours. Il y avait des moteurs intelligents. C'était pas de l'intelligence artificielle à l'époque, mais des moteurs de jeu. Et en fait, il fallait que tout ça fonctionne de concert au niveau mondial. Et du coup, il y a des gros sujets de gestion de la donnée en temps réel, etc. Et puis, la start-up, la bulle, du coup, est passée par là, elle a explosé, etc. Et je me suis retrouvé consultant. Et avec ce désir qu'on a souvent dans les startups d'apprendre et de se dépasser, j'ai gardé ça dans des grands cabinets de conseil. Et du coup, je suis devenu expert sur des solutions que sont Oracle, IBM, SAP. Toujours en gestion
gestion de grosses bases de données, on va dire, sur des solutions qui coûtent en moyenne $1 million, comme SAP HANA, IBM Netezza, Teradata, etc. Des trucs qu'on va trouver dans les banques, les assurances, les grosses industries, souvent chez des multinationales. Et puis derrière, en fait, il y a des administrateurs, il y a des gens qui font du data management et qui font reporting, data mining, etc. En fait, tout l'ancêtre du big data. Et j'ai fait ça pendant 20 ans, en gros, et puis jusqu'à m'apercevoir que ça allait énormément changer. Que plus aucun de mes clients ne serait en capacité de s'adapter suffisamment rapidement au rythme de l'innovation. Et de me dire, en fait, il faut que je le ramène Oracle, IBM ou SAP, mais dans une logique qui est as a service, évolution permanente. Si on ne délivre pas de la valeur, vous nous sortez, vous n'êtes plus prisonnier. Et donc, on va venir bousculer toutes les règles du jeu, en fait, du B2B Enterprise Software, associé au data management. Et de là, en fait, j'ai des clients qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit, Arnaud Banco, tu sais vendre, tu sais recruter, tu sais faire, machin. Si toi, tu t'engages personnellement à disrupter la manière dont on fait de la gestion de la donnée, en fait, dans des comptes bien connus du CAC 40, on sera tes premiers clients. D'accord, pour démarrer. Tu partais avec un bon bagage, une sécurité, quoi. Ouais, en fait, ça fait 20 ans que j'essaye d'attaquer ce problème qui est retirer le voile opaque et tous les problèmes. Donc, en fait, j'appelle ça le département du nom. En fait, dans une entreprise, quand on veut accéder à des choses très simples, on va souvent aller trouver la DSI, le directeur informatique et ses équipes, qui vont nous expliquer que c'est pas si simple, que c'est compliqué, on parle pas le même langage, tu peux pas comprendre, mais ça va être long, fastidieux, coûteux. Enfin bref, je t'expose toutes les raisons pour t'expliquer comment tu vas te passer de ton besoin. Et en fait, moi, comme je suis un marchand, je me suis toujours dit non, il n'y a que des solutions, c'est génial, on va te répondre et on va te répondre vite. Et du coup, on va trouver les moyens d'eux. En fait, je me suis aperçu qu'en fait, les solutions historiques, les usual suspects que j'utilisais, ne permettaient pas de faire ça. Et du coup, arrive Sagi. Voilà, qui dit, effectivement, c'est du plug and play. C'est du plug and play, donc, c'est vraiment. Déploiement, c'est une journée. Dans n'importe quelle banque, dans n'importe quelle assurance, dans n'importe quel corporate. En une journée, c'est derrière votre pare-feu, c'est sur les clouds publics, où vous voulez, peu importe. Ça marche, vous n'avez pas besoin d'ingénieur, d'administrateur, donc il n'y a plus besoin d'avoir ces gens qu'on ne comprenait pas, qu'on n'arrive pas à manager en interne, puisque tous ces ingénieurs de Google, puisque du coup nous on se rapproche beaucoup plus de ce qu'utilise Google en termes de technologie, vous ne pouvez pas les recruter, vous ne pouvez pas les encadrer, donc on va le faire pour vous. On vous amène juste le moteur et son entretien truc. Et l'installation est aussi rapide que… En une journée. En une journée. Donc c'est réglé, et du coup en 3 mois vous avez des projets en production en fait, qui marchent, et qui vont amener de la satisfaction au métier. C'est hyper clair. Pour revenir du coup à notre sujet, avant qu'on pose des questions spécifiques sur le recrutement et le fait de s'attirer de talents ou de personnes meilleures que soi sur des domaines spécifiques, parle-nous rapidement de la constitution de l'équipe du coup pour arriver à ces sujets. Alors c'est du coup, comme je dis, j'avais très tôt en fait, j'ai eu la chance de signer des gros contrats. C'est-à-dire que pour une petite boutique, puisque j'étais là, mais j'étais tout seul en bas dans ma cahute, 12 mètres carrés, le premier contrat, 150 000 €. Dresser rand, TMA, machin, avec les États-Unis, machin. Super, il va falloir des bras. Et donc très très tôt, en fait, j'ai recruté. Au bout de 3 mois, je recrutais déjà, etc. Des ingénieurs, des gens qui sont passionnés par la donnée, en fait, qui sont des artisans. J'ai recruté, je me suis entouré d'artisans qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Et attends, avec rien, comment tu t'entoures de ces gens-là? Rien, entre guillemets. T'es tout seul, t'es dans 12 mètres carrés. Et écoute, c'est simple, je suis un énervé. Du coup, ça peut peut-être se ressentir. Non, mais je suis. Oui, mais c'est. Du coup, en fait, si tu veux, j'ai toujours su qu'on allait tout péter. Ça a toujours été une évidence. Et du coup, quand ça s'appuie sur aussi un certain savoir-faire que tu as pu développer, quand tu t'es pris tous les pièges à loup, que tu peux en parler avec légitimité, etc., tu embarques des gens en fait avec toi. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est des gens qui bossaient pour des grands cabinets de conseil, qui étaient managés par des gens qui n'ont jamais rien compris à ce qu'ils faisaient. Et la légitimité que j'avais, c'est celle qu'on développe chez Sagi, qui est une légitimité de compétence. C'est-à-dire qu'en me rejoignant, moi j'étais capable, donc les meilleurs architectes qui bossent sur du temps réel dans les télécoms par exemple, mais je suis en capacité de parler leur langage. Donc du coup, tout de suite j'étais en capacité de valoriser leur savoir-faire, de le cristalliser sur une solution technologique, donc d'amener aussi un projet qui est industriel autour de
d'un projet de logiciel, et donc pas juste vendre des jours hommes en mode conseil, et d'aller beaucoup plus loin. Et ce que je leur ai promis, c'est un truc simple, si vous me rejoignez, vous serez, c'est la même promesse que vis-à-vis des clients, vous serez toujours state of the art. En fait, l'objectif, c'est de dépasser l'état de l'art en permanence, et donc vous allez apprendre tous les jours. Il n'y a pas une journée où vous n'apprendrez pas. Donc ça rejoint ce que nous disait Romain, c'est vraiment le challenge intellectuel et le fait de ne pas être sclérosé dans un grand groupe avec quelqu'un qui ne comprend finalement pas ce que la personne fait en question. D'avoir une vision, un challenge intellectuel et finalement de leur donner les clés. Amuse-toi et pousse un maximum. Prends le leadership, fais-toi confiance. Un vrai sujet en fait dans les startups, mais dans toutes les boîtes, c'est que finalement, quand on a des talents et qu'on les manage bien, en fait, souvent, la limite, c'est la capacité qu'ils ont à se faire confiance et à être backé par un collectif. Donc, en gros, si tu rentres chez Sagi, tu viens pour jouer collectif. Et cette intelligence collective qu'on te met à disposition, qui est la tienne et celle de tous tes pairs, va te permettre de progresser beaucoup plus vite que si tu restais dans une logique en fait individuelle de ta petite carrière, etc. Et donc, on a très tôt développé ce pack, en fait, ce collectif avec des passionnés qui échangent jour et nuit sur nos sujets. D'accord. Tu vois, donc tu imagines, tu as le Slack qui tourne en continu, tu as les meilleurs, par exemple Grégory Renard ou Yann LeCun, ou les mecs, les meilleurs en fait dans leur domaine, viennent dans une boîte où les gens sont souriants, ont envie d'apprendre, ils savent un truc, c'est qu'ils ne savent rien. Et donc, quand on parle d'intelligence artificielle et de data science, c'est ce qui m'a vraiment effrayé dans ce milieu au début, c'est que tu trouves des melons, donc tu trouves des gens qui sont comme on en a plein, des docteurs, des polytechniciens, etc., qui parfois ont pris la grosse tête. Et nous, on veut un peu sur exactement. Et nous, on veut être l'anti-modèle de ça. On sait rien, on apprend tous les jours, on apprend des autres, et de n'importe qui. Donc dans tout ce que tu dis, il y a une fibre aussi qui est très relayée chez nous par Clara et Marion, qui est celle de recruter aussi par les valeurs. Parce que tu incarnes un projet, et est-ce que c'est quelque chose qui est déterminant, notamment dans le processus même du recrutement, de tester, de challenger ça. Voilà, là tu pourras regarder, là il y a quelqu'un que j'ai vu tout à l'heure, quand on recrute, on fait toujours une journée en immersion dans la boîte. Et donc il y a toujours une validation collective. Et en fait, en gros, il faut qu'on puisse aller boire des bières avec le mec ou la fille, parce qu'on a envie de bosser avec lui, la base. Et que ça fit en fait. Et qu'il y ait une curiosité, une humilité, une volonté d'apprendre, de se dépasser, d'apporter quelque chose. Et donc, c'est finalement ça, comme tu dis, c'est les valeurs. Et les valeurs, qu'est-ce qui les incarne? C'est les hommes. Et donc, moi j'ai fixé 10 règles du jeu. Tu vois, c'est ce qu'on appelle les golden rules, mais c'est quoi les règles du jeu orientées action chez Sagi? Et en gros, si tu te retrouves là-dedans, on peut vraiment tout défoncer ensemble, à condition que tu suives ces règles. Et si tu n'es pas dans ce moule, ce qui est normal, parce que du coup, on ne peut pas plaire à tout le monde, il y a des cultures, il y a des familles différentes, etc. Ce n'est pas grave, mais on ne pourra pas travailler ensemble. Et tout le monde dans l'entreprise doit incarner ça. Donc s'approprie ça. Et c'est pas quelque chose qui vient de moi, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec mes associés et que le collectif travaille. Donc c'est pas 10 règles qui sont figées, qui sont gravées dans le marbre, c'est des règles qui évoluent. Qui évoluent dans le temps. Au fur et à mesure où on a des personnes qui viennent amener leur personnalité. C'est hyper clair, là tu nous as parlé du début, de ta façon de recruter et de ce qui incentive les gens à venir travailler chez Sagi. Parle-nous désormais de tes difficultés, pour rester vraiment généraliste. Alors, les difficultés, en fait, c'est notre quotidien. Souvent, je rappelle à nos équipes, je dis, vous savez, le monde est injuste, personne ne nous attend et ça va être super dur. Et c'est super dur. Donc, la difficulté, c'est notre quotidien. Si je regarde ça d'un point de vue recrutement et gestion de talents, etc., la difficulté, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et là-dessus, en fait, on n'a pas fait trop d'erreurs, mais on en a fait, donc il faut les assumer, il faut comprendre, faut rapidement aussi prendre des décisions qui s'imposent, le faire avec toute la bienveillance qui s'impose.
Une erreur de recrutement, c'est combien de temps perdu en moyenne? Bon, je sais que c'est difficile de généraliser, mais c'est du temps perdu. Mais ouais, et en fait, là j'en discutais hier soir avec un mec qui bosse avec nous aux États-Unis. Et puis même, ça a été des sujets, en fait, mes associés, donc mon directeur technique, Jérôme qui est mon DG. Là maintenant, on a une directrice des opérations qui vient de chez The Family, Fanny, on a une nouvelle CFO, Aurélie. Il y a Marie qui est notre Madame 360 back office. Ils ont tous lu The A Method for Hiring. Et donc, comment tu recrutes d'ailleurs, je crois que ça fait partie de la sélection des bouquins de Caporn. Oui, tout à fait. De Guillaume. De Guillaume. Mais donc ça, c'est la base. Et en fait, il faut faire cet investissement. Donc tu vois, le temps qu'on va passer avec le collaborateur qui est en 360 chez nous, c'est du temps d'investi. Et normalement, en codant, en échangeant, en allant boire une bière avec lui, ça va nous permettre de dérisquer un peu ce truc. Mais malgré ça, on peut se planter. Et quand on se plante, ça fait très mal. Parce que c'est un an de... ça peut être, comme on est très orienté partage du savoir-faire, tout le temps qu'on a investi sur cette personne est perdu. Ouais, donc c'est au moins 6 mois ou un an de formation. Exactement. Ça peut avoir un impact sur les clients et la satisfaction client. Donc il faut aussi prendre ça, relayer ça. Ça a un impact sur les équipes. Parce qu'il n'y a rien de plus perturbant dans une boîte qu'un départ. Et donc, du coup, ça va avoir un problème, ça va amener un problème sur les... pourquoi, comment, etc. Il faut expliquer et tout ça. En fait, pour nous, on veut pas ça, quoi. En gros, chez Sagi, on fait tout pour que ça n'arrive pas. C'est très clair. Tout. Et quand on fait cette erreur, en fait, la base, c'est qu'on prend nos responsabilités d'employeur. Pourquoi on a fait cette erreur? Comment on va faire pour ne plus jamais la refaire demain? Donc, comment je renforce mon processus de qualification pour prendre les bonnes personnes pour ce qu'elles sont, mais dans notre contexte. Et qu'est-ce que je peux faire pour repositionner la personne dans son organisation, voir comment est-ce que je peux la coacher pour progresser. Ok, très clair. Du coup, en cas de recrutement positif, ou en tout cas en termes de recrutement, tu es d'accord avec notre thématique du jour, qui est le meilleur recrutement possible, c'est s'entourer de personnes plus compétentes que toi-même sur des sujets spécifiques. Ouais. En fait, c'est exactement ça. Et ça, en fait, en gros, on dit toujours que ce soit moi, toujours moi, je suis le plus con de la boîte. Je suis un généraliste opportuniste. Ok. Et puis j'apprends mon métier au quotidien par des mecs qui m'inspirent, par mes erreurs, je fonctionne très en mode écosystème. D'accord. C'est un peu ma famille qui me construit, ma famille étendue, y compris Caporn, mais tous les partenaires de jeu, on apprend des autres. Donc du coup, je m'entoure bien pour pomper le meilleur des autres, quoi. Bien sûr. Donc du coup, j'apprends par capillarité, mais ça ne suffit pas. Et donc si je me limite à mon incompétence, qui est bien là, que je vois en 16/9e, je ne ferai pas grandir la boîte. Et donc mon directeur technique doit être le moins bon codeur de la boîte demain. Et donc il va s'entourer de gens qui sont vraiment bons sur de l'expertise. Et Jérôme, effectivement, il a beau gérer 250 millions de chiffres chez Microsoft, etc. Il va chercher maintenant, le mec avec qui on discutait hier, il en gérait 500 millions. Donc c'est ça le sujet. Et du coup, c'est une espèce de pyramide inversée où tu recrutes c'est le syndrome de Peter inversé, quoi. Le syndrome de Peter, c'est limiter la boîte au niveau de compétence en fait de tous les managers qui sont arrivés à un niveau d'incompétence tel qu'ils ne pourront plus progresser. Et on les laisse. Et du coup, ça crée un plafond de verre qui empêche l'entreprise de grandir. Et nous, comme on a l'humilité, et c'est probablement l'ouverture, de dire finalement, je vais me bouger pour aller chercher de la compétence là où elle n'est pas et pour progresser, je vais apprendre, mais dans une vitesse de start-up, j'apprendrai jamais assez vite pour accompagner la croissance. Donc je vais aussi attirer des champions dont je vais m'inspirer. Et très souvent, et c'est ce qu'on fait, on va attirer du coup des gens qui sont bien meilleurs que nous et qui vont nous permettre de progresser. C'est très clair. J'ai 2 dernières questions pour toi et après on en aura terminé. On te laissera retourner à tes tâches. Quand et comment tu as réussi à déléguer progressivement une partie de tes fonctions? C'est le sujet clé qu'on entend souvent et beaucoup d'entrepreneurs nous disent mais à partir de quand et surtout comment je peux confier telle responsabilité qui est quand même clé et stratégique. Donc voilà, quand et comment. En fait, donc du coup, comme ça va vite chez nous, on essaie toujours d'avoir à peu près, de se projeter à 18 mois d'avance. Donc normalement, dans la vie d'une start-up, on a
jalons clairement identifiés et on a des points d'inflexion. C'est-à-dire que dans la vie de la boîte, il faut imaginer la croissance d'un enfant. On sait qu'il y a des stades et qu'à chaque stade, il va falloir cranter, pivoter, évoluer, etc. Et ça va tirer beaucoup plus fort que sur une entreprise normale, qui grandirait à son rythme. Ouais. Donc il faut identifier ça et savoir quel est le niveau de compétence qu'on va avoir besoin pour passer ces points-là. Bah, c'est simple. Moi j'avais ma vision, j'avais des ingénieurs, etc. Sauf que devenir éditeur de logiciels et avoir une équipe qui scale sans créer d'aide technique pour faire un produit aligné avec les attentes du marché, c'est très difficile. C'est très très difficile. Du coup j'ai embauché un CTO. Ouais. Et ce CTO c'est devenu le meilleur vendeur de la boîte. C'est-à-dire qu'en fait moi j'étais vendeur, lui il était CTO, je suis devenu CTO et il est devenu vendeur, peu importe. Mais en gros on sait... il est venu pour amener une dimension product management, révélateur de talent sur la partie technique pour avoir les meilleurs ingénieurs, être ouvert à donc discuter dans TechRocks avec tous les CTO de France, de vente privée en passant par Criteo, etc. Et lui se faire sa communauté de CTO pour grandir avec les autres. Et là, en fait, il a amené cette dimension produit. Et donc, c'est une flexibilité structurelle et quasiment opportuniste. Voilà, tu t'associes, tu vois ce qu'il y a de mieux dans les gens et potentiellement là où mon CTO est meilleur que moi de par sa formation, même ses qualités, pas forcément techniques, tu lui laisses carte blanche une fois qu'il a fait ses preuves. En fait, non, je le contrôle quand même. Je suis un patron un peu con pour ça. C'est-à-dire que je ne crois pas à... et mon CTO est différent, hein, on est tous différents, mais moi je pense que moi j'ai besoin de sentir tous les jours comment va le business. Donc, je vais voir quand même ces ingénieurs. Et tu pilotes juste. Bah, je regarde si ça fait sens, je regarde si on a bien le sens du client, je regarde tout. Donc je lui fais confiance, il fait tout ce qu'il veut. Mais si je suis pas aligné, je vais le voir lui. Et comme je le fais avec Jérôme, comme je le fais sur la finance, comme je le fais avec mes actionnaires, et je vais dire écoute, on n'est pas aligné, il y a des choses qui me chagrinent. Et du coup, je contrôle, en fait, je vais observer et prendre le pouls tous les jours de la boîte. Et j'ai besoin en fait de sentir et toucher l'état du business. Tout. Et du coup, c'est simple, hein. Le point d'inflexion, c'était faire un produit, avoir une équipe technique de malades qui scale. Et donc, j'ai pris, je pense, la meilleure personne dans toutes celles que je connaissais pour faire ça, qui est génial. C'est un art et métier, c'est un bâtisseur. Il a pris la vision, il a transformé en produit. C'est du bonheur. J'avais besoin d'un vendeur avec un état d'esprit qui n'était pas client-fournisseur, mais qui était un modèle écosystème. Qui a réussi à faire ça? Microsoft. Il se trouve que j'ai eu la chance en fait, de rencontrer Jérôme au bon moment. Et j'ai trouvé une personne humaine qui incarnait les valeurs de la boîte et qui a envie de se dépasser pour aller plus loin. Le recrutement facile, quoi. Enfin, facile. La personne parfaite, en tout cas, qui fitait en termes de valeurs et de bagages. En fait, il y a une partie, hein, on a beau bosser comme des fous, être convaincu, etc. Il y a une partie chance, ça fait partie de la chance, c'est des rencontres, quoi. Ça, tu n'y peux rien. Moi, je pense que j'ai un truc, c'est que je suis très réseau. Il faut démultiplier les rencontres pour trouver les talents qui vont vouloir venir jouer avec nous. Très clair. Une dernière question en 2 mots, car après on sera short niveau timing. L'actualité s'agit récente, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu peux nous la commenter, ça sera mieux fait. Ouais, donc très bien. En fait, on a l'actualité, c'est que d'un point de vue commerce, on se déploie de plus en plus largement dans banque, assurance. Donc on discute aujourd'hui, on peut le dire, avec toutes les banques, toutes les assurances en France et de plus en plus en Europe. Du coup, ça c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir une base de revenus, une base de légitimité, du coup, savoir-faire dans cet univers-là, de lever des fonds. Là, on a fait une levée de fonds intermédiaire pour accélérer parce qu'il se trouve que il fallait qu'on délivre la promesse et on a de plus en plus de commandes en fait. Et du coup, on n'était pas en capacité de fournir. On avait des partenaires dont Caporn et des nouveaux comme KT, comme BNP, comme la Matmut, etc. qui sont des clients heureux, des partenaires heureux qui ont réinvesti. Et cette année, en fait, on a levé 5 millions, on a fait un peu de secondaire, donc ça correspond à 3 millions de new money. On accélère fort, on s'entoure de talents, on se déploie à l'international. Et puis, en fait, on prévoit de faire un tour de table d'ici la fin de l'année, avec une ambition qui est forcément beaucoup plus grande que celle qu'on a eue jusqu'à présent. C'est clair, mais qu'on partage. Merci beaucoup Arnaud, et merci de nous avoir accueillis chez toi. Avec plaisir. Et merci Lison. Tu veux qu'on te montre la caméra rapidement? Voilà, un petit tour sur Lison qui est notre caméraman, qui va peut-être nous faire part d'un commentaire sur... Non, merci à l'équipe Sagi de nous recevoir dans leur magnifique bureau. Super. Avec plaisir. Merci beaucoup Arnaud. Soyez les bienvenus. Merci à vous pour votre confiance.